Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va reprendre une petite partie du cours. On va juste brièvement reparler du Vietnam, puisque la dernière fois, je vous avais donné la correction à recopier, mais je ne vous avais pas montré les documents supplémentaires que je voulais vous montrer. Et ensuite, également, on va faire un petit point sur justement tout ce qui va être associé avec la décolonisation et avec la prise d'indépendance des nouveaux pays qui ne voudront pas forcément être affiliés à un bloc, le bloc de l'Ouest ou le bloc de l'Est. Voilà. Donc voilà, je vais commencer par ces deux images qui vont assez bien avec la question que vous aviez sur la guerre du Vietnam, c'est-à-dire la question sur l'image des États-Unis. En quoi, voilà, la guerre du Vietnam, elle a entaché sérieusement l'image des États-Unis. Je vous rappelle, les États-Unis, pour leur force dans leur bloc, ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils étaient les défenseurs des droits, des libertés, de la démocratie en général. Et en fait, la réalité de la guerre du Vietnam va complètement aller à l'encontre des principes que défendent les États-Unis en temps normal. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, vous le savez, on en a déjà parlé, on est en plein dans les années Woodstock, donc 1969, les hippies, le mouvement assez protestataire des jeunes aux États-Unis, qui est plutôt favorable à la paix, qui est favorable à l'indépendance des colonies, donc qui favorise la décolonisation. Et donc la guerre Vietnam va très mal passer auprès de cette population, pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement que le Vietnam veut prendre son indépendance et donc veut se décoloniser, veut avoir voilà, sa propre démocratie, ou en tout cas son propre régime. Et les États-Unis ne sont pas prêts à lâcher ça, donc c'est aussi pour ça qu'il y a une forte contestation. Également, puisque la force de frappe des États-Unis va être absolument considérable, c'est ça aussi qui va concourir à la défaite des Américains. Alors, comme vous le voyez sur l'image à droite, on est sur une photo très célèbre qui a fait le tour du monde à cette époque et qui est tout simplement l'image de Kim Phuc. Donc, c'est cette petite fille que vous voyez au centre de l'image et d'autres enfants du village au Vietnam d'où venait cette petite fille qui en fait fuient leur village après le largage d'une bombe de napalm, donc qui a brûlé ses enfants très très sévèrement. Donc voilà, on voit ces enfants qui errent avec des soldats américains en arrière-plan et qui souffrent le martyre. Donc ces images de populations qui sont totalement brutalisées, violentées par les Américains, une population très innocente, hein, puisque là on est face à des enfants, et bien ça va profondément choquer l'opinion publique américaine, mais également l'opinion publique mondiale. Donc ça c'est très important et ça va ancrer vraiment dans la tête des des Américains restés au pays, hein, mais aussi du monde entier, que les Américains en fait ne libèrent pas les populations mais les attaquent. Alors pourquoi les Américains attaquent les populations? On l'a vu parce que le système de guerre au Vietnam, c'est un système de guérilla. Donc on va avoir des soldats vietnamiens qui ne sont pas comme sur une ligne de front, comme ce qu'on connaissait à peu près en Corée ou lors de la Seconde Guerre mondiale, mais ça va être des embuscades dans la jungle très souvent contre les Américains, avec donc des résistants qui font partie du Viet Minh, qui vont se réfugier dans les villages, qui vont se faire passer pour des habitants lambda. De ce fait, pour les déloger, les Américains sont presque obligés en fait d'attaquer les villages, mais comme ils n'arrivent pas à faire la distinction entre les véritables soldats et la population classique, eh bien ils font énormément de victimes civiles, ce qui choque et ce qui va pousser aussi les populations qui à l'origine n'étaient pas dans le combat, n'étaient pas dans le conflit, à tout simplement s'impliquer et à prendre parti pour les communistes en fait au Vietnam. Et c'est ça aussi qui va concourir du coup à la défaite des Américains. Ce qui va aussi beaucoup entacher leur image, c'est les jeunes qui vont être envoyés au Vietnam. Effectivement, la plupart des jeunes hommes américains, entre 18 on va dire 25 ans, vont être envoyés à la guerre au Vietnam, sans forcément une formation militaire très très accrue, hein, et vont être face vraiment projetés de l'autre côté du monde dans une guerre qu'ils ne comprennent pas, sur un terrain qu'ils ne connaissent pas, et c'est aussi ça qui va concourir à la défaite des Américains.
Et en fait, c'est une expérience très traumatique, totalement. Donc vous savez que le syndrome du choc post-traumatique aux États-Unis, chez les vétérans du Vietnam, il est très 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 présent. Donc vous voyez sur cette image à gauche, effectivement, ces soldats américains blessés, hein, pratiquement voilà, laissés sur un terrain absolument hostile, qui sont vraiment en échec. Et en fait, on va avoir énormément de pertes américaines, de jeunes hommes, ce qui va aussi donner une très mauvaise image de cette guerre, puisqu'en fait, on va sacrifier totalement une population très jeune aux États-Unis, sans raison particulière, puisque je vous rappelle que à la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis s'étaient fait attaquer pas au Vietnam, d'accord, ils y sont allés de leur plein gré. Et également, ça va totalement traumatiser les plutôt toutes les classes sociales hein, pour le coup, puisqu'ils vont tous être touchés par la mort, perdre quelqu'un de leur famille au combat au Vietnam. Donc ça va sacrifier une, une génération entière pour au final une défaite, et une défaite qui aurait pu être plus rapide, mais le combat s'enlise, d'accord, puisque les États-Unis n'acceptent pas la défaite, et ça va encore faire de plus en plus de morts, et bien évidemment traumatiser bah, la population. Ok, donc maintenant on va passer au grand B, l'émergence du tiers-monde, une nouvelle voie, point d'interrogation. Je vous laisse noter 2 secondes et on reprend. Ok. Alors le tiers-monde, vous connaissez tous ce terme, c'est un terme que vous connaissez de façon plutôt péjorative pour décrire des pays qui sont très pauvres, voire sous-développés, et donc ça renvoie vraiment une image négative de ce terme. En l'occurrence, ce terme, il n'est pas si négatif que ça. À l'origine, le tiers-monde, c'est une expression qui a été créée en 1952 par le démographe français Alfred Sauvy. Donc en fait, lui, il a étudié les stades des différents pays en termes de développement, mais également en termes de transition démographique, pour essayer de comprendre à peu près à quel stade étaient les pays. Et en fait, il distinguait vraiment, on va dire, 3 mondes. Donc le premier monde avec le bloc américain plutôt développé, riche, etc. Le second monde, plutôt le bloc URSS, en développement très industriel, voilà, dans une sorte de transition. Et des pays beaucoup moins développés et nouvellement indépendants, puisqu'ils sortent souvent de guerres de colonisation, enfin de décolonisation plutôt. Et du coup, c'était pour faire référence à ces pays et essayer de les placer sur un ordre de développement. Donc le terme, c'est un terme vraiment, on va dire, descriptif, hein, tiers-monde. Au final, ce terme de tiers-monde, il a beaucoup servi, puisque les pays en fait qui venaient justement d'être indépendants, ils sont servis de ce terme pour se distinguer des autres et pour émerger sur la scène internationale comme une véritable puissance, une puissance qui n'est pas la même que le bloc de l'Ouest ou le bloc de l'Est. En effet, ces pays, ils sortaient tout juste d'un temps de colonisation. Et en fait, ce dont ils avaient absolument peur, c'est de retourner sous une forme de domination de la part d'un des leaders du groupe. Donc ils n'étaient pas favorables à entrer dans le bloc de l'Ouest ou de l'Est, puisqu'ils voyaient ça comme une nouvelle forme de colonialisme, en fait, tout simplement, et de domination. Donc très rapidement, ils vont vouloir s'affirmer sur la scène internationale, montrer qu'ils sont indépendants, et donc ils vont le faire en se constituant véritablement comme une force politique, médiatique et d'opposition. Et la première fois où ils arrivent à vraiment se construire ainsi, c'est en 1955, lors de la conférence de Bandung. Donc Bandung, comme vous le voyez sur la carte, c'est une ville d'Indonésie, d'accord, qui est la ville qui va organiser justement cette conférence à l'aide de partenaires qui vont prendre beaucoup d'importance dans ce mouvement des pays du tiers-monde. Donc voilà, le dirigeant de l'Indonésie à cette époque, c'est Sukarno. Donc Sukarno, vous le voyez, c'est l'homme, le deuxième homme en partant de la droite sur la photographie que vous avez.
Et donc, lui, il décide de mener cette conférence de Bandung, d'organiser cette conférence de Bandung avec que des États, comme vous pouvez le voir sur la carte, qui sont récemment décolonisés. Donc vous voyez, si on regarde, on a principalement des pays d'Asie et des pays d'Afrique. Donc ça montre bien, d'accord, qu'on est dans les continents qui se décolonialisent à cette époque. Donc on est vraiment sur la poursuite de la décolonisation. Vous avez 5 hommes, d'accord, qui vont vraiment, comment dire, un peu mener, d'accord, cette conférence, un peu donner la ligne directrice de cette conférence, qui donnera naissance au mouvement des non-alignés. Vous vous souvenez, on en avait parlé au tout début du cours, quand on avait vu cette caricature avec les souris qui allaient soit à gauche vers les États-Unis, soit à droite vers l'URSS, et certains qui restaient au milieu dans une idée de non-alignement. Et bien là, ça va justement amener au mouvement du non-alignement. Donc vous avez sur cette photographie les 5 hommes qui vont vraiment mener cette conférence et mener un petit peu la ligne directrice du non-aligné. Vous avez tout à gauche le président Nehru, qui est le président de l'Inde et qui va être un des fers de lance du mouvement des non-alignés. Vous avez ensuite le président du Ghana, qui est très important puisqu'effectivement c'est un pays très récemment décolonisé. Vous avez enfin le personnage au milieu que vous connaissez, on en a déjà parlé, c'est Nasser, donc Abdel Nasser, qui est le président de l'Égypte et qui va tenir un rôle très important dans le soutien à la décolonisation des pays. Vous savez, il tient un rôle aussi très important au niveau des guerres israélo-palestiniennes, on en avait déjà parlé. Vous avez Sukarno, donc celui qui organise la conférence, et tout à droite, vous avez un pays qui n'apparaît pas sur cette carte, mais qui est très important puisque malgré qu'il soit communiste, il garde son indépendance de l'URSS, c'est la Yougoslavie. Donc vous avez le président de la Yougoslavie qui est Tito. Et donc ces hommes, qui sont un peu le fer de lance, mais avec plein d'autres, avec tous les invités présents lors de la conférence, qui vont justement donner les lignes directrices de la conférence de Bandung. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, puisqu'on va voir ce texte rapidement, qui est justement le discours d'ouverture de Sukarno lors de la conférence de Bandung le 18 avril 1955. Donc je vous invite à faire pause quelques instants pour lire tranquillement le texte et ainsi pouvoir mieux comprendre ce dont il s'agit. Ok. Alors, c'est un discours du coup très important puisqu'il met, il met en place les principales idées qui seront débattues et défendues lors de la conférence de Bandung. D'accord. Donc ça montre vraiment l'importance qu'il a dans l'initiation du mouvement des non-alignés et de la constitution de ces pays comme une force à part. Donc déjà, on peut ressentir dans ce discours une forme d'émotion. C'est tout simplement l'émotion qui est exprimée par Sukarno, puisque c'est pour lui la première conférence qui réunit que des pays issus de la décolonisation et surtout des pays qui contiennent des peuples de couleur. Ce qui va vraiment à l'encontre de ce qu'on voit habituellement, puisque vous savez qu'à l'époque, la scène internationale, elle est vraiment un peu prise en otage, si vous me permettez l'expression, par tout simplement les pays plutôt développés, plutôt avec des personnes blanches, etc. Donc vraiment, on sort des puissances traditionnelles européennes et aussi qui étaient des puissances coloniales sur les relations internationales. Alors, les principales idées qui sont défendues, c'est tout d'abord l'anticolonialisme. Donc déjà, en fait, on est profondément anticolonial. On veut même aider, d'accord, les pays qui n'ont pas réussi à être décolonisés encore à obtenir leur indépendance. C'est ce qu'on voit dans la dernière phrase.
même dans le dernier paragraphe en général, on nous dit souvent le colonialisme est mort, ne nous laissons pas duper ou même apaiser par ces propos. Je vous l'affirme, le colonialisme n'est pas encore mort. Comment pouvons-nous dire qu'il est mort tant que de vastes régions d'Asie et d'Afrique ne sont pas libres? Donc ça va être vraiment, vous allez voir, une des idées principales de Bandung. Et vraiment, il va y avoir certains pays qui vont être soutenus par ces pays dans leur décolonisation, notamment par exemple l'Algérie. On a aussi une dénonciation du racisme, puisqu'on juge en fait que globalement, si on a cette division du monde, si on a cette mainmise des puissances européennes sur la scène internationale, c'est par racisme, et c'est aussi ce racisme qui avait mené à la colonisation, d'accord? Et donc on veut profondément lutter contre ce racisme, et donc la mise à part des peuples de couleur. On a aussi la volonté de préserver les pays, tout simplement, un peu des fureurs de la guerre, en l'occurrence de la guerre froide, puisque Sukarno, il met vraiment l'accent sur la peur qui règne justement dans la bipolarisation du monde, avec notamment la peur des idéologies, il les cite, la peur de la bombe à hydrogène, donc bien évidemment la menace atomique qui fait toujours peur, et donc ils sont profondément opposés à cette bipolarisation du monde et à la peur qu'elle engendre, et donc aux guerres qu'elle peut créer bien évidemment. Globalement, cette conférence est un acte fondateur qui va réunir 29 pays en tout, 23 pays d'Asie, donc on est quand même encore basé sur l'Asie. Alors pourquoi? Parce qu'à cette époque, les pays d'Asie sont décolonisés et pas encore ceux d'Afrique. Et on a 6 pays d'Afrique qui vont participer. On va donc, comme je vous ai dit, vraiment critiquer le colonialisme, critiquer le racisme, mais aussi on va mettre vraiment l'accent sur le fait qu'on doit instaurer sur le plan diplomatique un refus catégorique de toute ingérence. Donc un refus catégorique de proposition d'un des deux blocs à les rejoindre. Il faut vraiment se constituer comme une force d'opposition, comme un bloc en opposition. Et c'est pour ça qu'ils vont s'appeler les non-alignés, mais surtout qu'on peut penser au tiers-monde, au troisième monde, en dehors de ces deux blocs. Alors, on met aussi l'accent sur donc on met l'accent sur la neutralité par rapport aux deux blocs, mais on n'est pas dupe. Hein. On sait que ces pays, ils ont un retard économique et donc il va être nécessaire de se souder, de serrer les coudes pour développer de véritables partenariats économiques, pour se développer entre eux sans être obligés d'avoir recours aux blocs. Puisque souvent les pays qui tombent dans les blocs, c'est parce qu'ils sont en difficulté économique et commerciale et qu'ils ont besoin de se relever. Donc là, on ne veut pas tomber un peu dans le panneau, dans le piège, et donc on veut se soutenir pour pouvoir rester neutre, tout simplement. Alors, cette question est très importante. La question du sous-développement, donc de cette idée de tiers-monde, elle va être aussi abordée lors de cette conférence, puisque les pays réunis à Bandung, en tout, ils représentent plus de 50% de l'humanité, mais seulement 8% des richesses. Donc c'est très peu. Et du coup, ils ont vraiment besoin d'une aide, d'un développement économique et social. Ah zut, je vous avais mis. Bon, j'avais mis tout ça là, j'avais oublié. Donc vous pouvez arrêter pour prendre note tranquillement. Et je vais continuer sur la fin. Donc ça, c'est très très important. La portée, au final, de Bandung, elle est beaucoup plus symbolique que réelle. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vraiment, cette idée d'avoir tous ces peuples de couleur réunis, qui font front, qui sont d'accord sur toutes les lignes, ça va vraiment être un acte fondateur très très fort et qui m'envoie un message très clair au bloc. Mais en réalité, le mouvement de Bandung et donc plus tard des non-alignés, il n'arrivera pas, on le verra un peu plus tard, à devenir une véritable force d'opposition, un véritable troisième bloc en fait. Et ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Déjà, la plupart des déclarations de ce principe, ils ne vont pas se transformer en décisions concrètes. Pourquoi? On le verra parce qu'en fait, chacun des chefs d'État dont on a déjà parlé, Nasser, Sukarno, Nehru, au final, ils vont mettre l'accent plutôt sur un des principes que l'autre. Et du coup, ils vont commencer un petit peu à se disputer presque, à se confronter par rapport aux priorités, d'accord, aux priorités de la conférence et du mouvement. Et donc, le problème,
c'est que si s'affrontent sur les priorités, on n'arrive plus à avoir un mouvement qui est fort et homogène. Aussi, ce qui va affaiblir le mouvement, c'est qu'ils ont quand même du mal globalement à trouver vraiment une efficacité économique et qui vont devoir très rapidement se tourner malheureusement vers les pays des deux blocs pour pouvoir se développer économiquement. À ce moment-là, vous vous souvenez, je vous marque ici que la Chine, elle se rapproche de ces pays. En fait, la Chine, après en fait, sa prise d'indépendance par rapport à l'URSS, le fait que leur alliance se rompt petit à petit, elle va chercher tout d'abord à avoir une importance diplomatique et une existence diplomatique en s'impliquant dans la conférence de Bandung et le mouvement des non-alignés. Le problème, c'est que très rapidement, elle va être en opposition avec l'Inde, puisque les deux pays sont en froid, n'ont pas des relations diplomatiques très chaleureuses, on va dire, notamment puisqu'ils ont de nombreux conflits frontaliers au niveau du Cachemire, au niveau du Tibet, etc. Donc au fait, la Chine va se rapprocher de ces pays et vite se désengager des non-alignés pour ensuite, vous le verrez, développer une alliance diplomatique plutôt avec les États-Unis à partir de Nixon, on l'avait vu. Ok. Alors, ce qui est important aussi, c'est que de voir que on va avoir globalement des buts politiques et diplomatiques qui vont un petit peu, comment dire, diverger, d'accord ? Notamment, on va avoir deux grands dirigeants qui ont une importance capitale à Bandung et plus tard à la conférence de Belgrade, puisque la conférence de Belgrade de 1961, c'est celle qui va vraiment, fonder le mouvement des non-alignés. D'accord, Bandung, c'est vraiment presque le tiers-monde qui se réunit, et ça devient les non-alignés à Belgrade en 61. Leur principale, je vous ai dit, idée, leur objectif, elles vont diverger et pas s'opposer, mais en tout cas, ils ne vont pas être d'accord sur la priorité à donner au mouvement. Donc vous avez à gauche une affiche qui est une affiche où on voit donc Nasser, mais également le dirigeant donc Ben Bella algérien, d'accord, le président. Et en fait, on voit sur cette affiche, pas l'union des Arabes, la fin des forces colonialistes. Donc on voit vraiment que là, Nasser, ce qu'il met il met l'accent en fait sur l'anticolonialisme. Lui, le but, c'est vraiment de renverser un petit peu les puissances coloniales européennes. Comme lui, il avait dû plus ou moins le faire avec les Britanniques et les Français, on le verra un peu plus tard. Et du coup, il va soutenir énormément ces pays qui sont encore colonisés, comme l'Algérie, comme le Maroc, etc. Et donc, il va vraiment développer une logique presque de soutien aux Arabes, concrètement, pour qu'ils prennent leur indépendance et pour qu'ils puissent peser sur la scène internationale malgré leur indépendance nouvelle. D'un autre côté, on a le président Nehru, que vous pouvez voir sur le document à droite, qui lui va mettre en fait l'accent sur la conservation de la paix. Pour lui, c'est beaucoup plus important de ne pas s'impliquer dans un bloc, d'accord, de vraiment rester neutre et d'éviter à tout prix la guerre. Ce qui ne va pas du tout en fait avec l'anticolonialisme, puisque l'anticolonialisme, et notamment Nasser, il va développer des partenariats avec l'URSS pour pouvoir avoir des armes, pour lutter contre les puissances coloniales, pour faire la guerre. Donc ça ne va pas du tout avec l'idée de Nehru, en fait, elles sont presque contradictoires. Et du coup, en fait, peu à peu, le mouvement, il va éprouver des difficultés par ces buts qui vont diverger. Donc le non-alignement, vraiment le fait de ne pas s'impliquer vraiment dans un bloc, d'accord, le refus des États issus de la décolonisation de prendre parti en faveur de l'un des deux États de la guerre froide, ça va naître tout d'abord de la rencontre de Brioni. Donc je vous rappelle, conférence de Bandung pour la première fois, réunion de tous ces chefs d'État en 55, en 56 la rencontre de Brioni, entre l'Indien Nehru, l'Égyptien Nasser et le Yougoslave Tito, d'accord. Et enfin, la conférence de Belgrade, qui là va réunir beaucoup plus de personnes, puisqu'on aura 25 pays qui vont s'impliquer dans le non-alignement,
Donc ils sont que 25 en 61 et ils seront plus, 75 à la conférence d'Alger en 1973, puisqu'ils vont tout simplement accueillir de plus en plus de pays issus de la décolonisation qui étaient en, en passe de devenir indépendants en 61, mais qui n'étaient pas encore, et qui sont du coup bien indépendants en 73. Alors vous voyez sur le document à droite, on a justement le visage de ces chefs d'État qui sont présents à la conférence de Belgrade. Donc vous voyez qu'il y en a vraiment de divers. On a par exemple la Somalie, l'Arabie Saoudite, le Liban, le Mali, l'Irak. On a le Soudan, la Tunisie, les Émirats Arabes Unis, le Yémen. On a Cuba également. Hein. On a l'Inde. Voilà, on a plein de pays différents. Et ça montre qu'il y a beaucoup de pays, et qui sont tous des pays issus de la décolonisation, et principalement, donc on met à part Cuba, mais principalement pour le reste, des pays qui sont des pays soit d'Asie, soit d'Afrique. Donc on voit vraiment à quel point ça a pris de l'ampleur. Ces pays, en fait, à l'origine, ils sont vraiment minoritaires à l'ONU. Et donc, l'ONU ne leur sert pas vraiment de porte-parole pour porter les idées de leur mouvement, pour porter leurs revendications. Et en fait, grâce à la prise d'indépendance progressive de ces nouveaux États et leur adhésion au principe du non-alignement, les pays non alignés ils vont être majoritaires à l'Assemblée générale de l'ONU en 1964. Et donc ça va vraiment leur servir à porter leur voix et à faire valoir leurs revendications, et notamment la revendication la plus importante pour eux pour rester neutres, pour rester indépendants et pour lutter contre le colonialisme ou le post-colonialisme avec les blocs, c'est tout simplement des moyens de se développer économiquement et commercialement sans dépendre d'un bloc. Et ils vont donc obtenir la création de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, autrement appelée CNUSED, qui va être chargée d'aider au développement des pays du tiers-monde, donc par des prêts d'argent, par de l'envoi de matériel, par l'envoi d'experts aussi qui peuvent aider à développer des industries, à développer des champs d'expertise. Et tout ça, ça va vraiment soutenir l'économie de ces pays qui sont très fragiles, et en fait participer au processus qui leur permet une meilleure satisfaction des besoins humains et un meilleur développement de leur économie en général. Donc vous voyez, dans ce document, on voit bien comment progressivement les pays d'Asie et d'Afrique nouvellement décolonisés vont prendre le dessus. Donc déjà en 62, on voit qu'ils sont extrêmement importants sur les pays qui sont des pays de l'URSS ou du bloc de l'Est ou du bloc de l'Ouest. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où ils sont majoritaires aussi, ils peuvent parler comme un véritable bloc, même si on a vu qu'il y avait des divergences dans la ligne directrice à conduire. Voilà, on va s'arrêter là, on en reparlera la prochaine fois. J'espère que j'ai été claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.